Les fêtards, comme on les appelle, nous en avons parmi les jeunes d'aujourd'hui, ceux qui se reconnaissent sous cette casquette. Sans les stigmatiser, nous parlons bien de ceux qui ont choisi délibérément de ne faire aucun effort. Ils ont choisi la facilité, la dépendance, vivre comme des parasites, toujours à l'affût des moments festifs, sans avoir à dépenser un radis. On les a encore vus s'extasier à l'occasion de la fête de la jeunesse, comme à la Noël et le Nouvel An, des jeunes qui ne manquent pas l'occasion d'une joca, parce qu'ils ont ça dans le sang et que, en bon stratège, ils ont toujours la position. D'ailleurs, ils le disent à qui veut l'entendre, le tuyau, c'est la position. Sauf que la leur, c'est dans les poches des autres, les porteurs, les argentiers, ceux-là qui gèrent les factures de leur consommation, chose qui en retour se paye d'une façon ou d'une autre. Ils finissent par se plier à une obligation désobligeante, bizarre, de sacrifier à un rituel des choses compliquées qu'ils ne connaissent ni ne comprennent. La fin des histoires du genre, on les connaît. Dans cette catégorie de jeunes, il y a aussi les jeunes filles adolescentes ou plus âgées. Elles s'imposent lors des fêtes des besoins démesurés dont le budget incombe au petit ami ou au sugar daddy qui doit également gérer sa famille, acheter à manger, à boire et même des vêtements à sa mère, son père. C'est de cette façon qu'on lui attribue une notoriété, un statut 3XL. Et tout cela sans qu'on ne s'interroge sur quoi que ce soit. Le retour, elle le paye aussi et seul, et c'est tant pis. Les fêtards, cela coule douce dans les cabarets, les snacks et les boîtes de nuit où ils s'attirent des regards avec des tables bien pleines, une vie à la Rockefeller, le temps d'une soirée illusoire, les poches pourtant vides, du tape à l'œil qui ruine parfois toute une vie de leur jeunesse. Nous avons dans ce studio pour échanger à ce sujet Monsieur Laurent-François Enoga. Vous êtes entrepreneur et éducateur de jeunesse. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Marie-Virginie Bousnou, c'est toujours un plaisir d'être là parmi vous. Alors, nous sortons à peine de la fête de la jeunesse. Dites-nous ce que vous venez d'écouter. Est-ce que vous reconnaissez certains jeunes en cela? Tout à fait, je reconnais plusieurs jeunes parce que déjà Marie, vous savez, au Cameroun comme dans plusieurs autres pays, la réalité c'est qu'il y a des personnes qui souffrent, il y a des personnes vulnérables, mais aussi il y a des jeunes qui parfois au-delà de 25 ans, parfois 35 ans, 40 ans, qui malheureusement brillent justement par le comportement de saprofitisme. Ils s'accrochent derrière certaines personnes, ils estiment que ceux-là ont réussi leur vie et peut-être ont assez de moyens plus qu'eux. C'est très dommage quand on voit des jeunes filles aussi, parfois en tenue scolaire et d'autres à la quête de certains emplois sont prêtes à faire tout pour un pot de vin. Je crois très sincèrement, je reconnais cette situation. Ça semble banal et pourtant il y a des retours, comme on l'a dit dans la chronique. Ça se paye parfois, Monsieur Enoga. Tout à fait. Quand on parle de retour, vous savez que ce soit les jeunes filles, surtout, il y a certaines qui sont dans des familles extrêmement démunies. Et lorsque vous vous retrouvez sur des tables, dans des charters avec des personnes plus âgées, parfois qui ont assez de moyens financiers, ces personnes souvent achètent votre conscience et parfois même votre capacité à réfléchir. Certains tombent enceintes, d'autres plus tard sont déroutés carrément et décrochent du milieu scolaire et puis d'autres finalement même passent de vie à trépas parce que par intoxication alimentaire ou peut-être aussi par trop de stress. Donc, ce sont des situations qui pour moi sont déplorables chez la jeunesse et il faudrait absolument une jeunesse mature, capable de mieux apprécier les enjeux du partage d'un pot de vin ou bien d'une table ou d'une invitation. À la fin, on l'a dit également, il faut payer le prix de tout cela. Et on parle de plus en plus de beaucoup de choses que vous et moi et même ceux qui nous écoutent comprennent très bien. Quand on a fait le terrain, quand on est sur des situations où on observe parfois des jeunes qui souffrent, qui ont des maladies, des jeunes qui malheureusement se rendent simplement compte que le temps de la jeunesse, le temps de la beauté était un temps où ils ont passé cela à la luxure. C'est regrettable. Alors qu'est-ce qui arrive généralement? Vous allez voir des jeunes qui sont déroutés de leur avenir parce que lorsqu'on a débordé la dose de consommation ou bien parfois on a fait un tour de table avec 3-4 personnes qu'on ne maîtrise même pas. Finalement vous êtes embarqué et puis vous commencez à regretter parce que le lendemain vous êtes comme un psychopathe et parfois quelqu'un qui a perdu la tête, qui ne sait même plus ce qui s'est passé, il devient amnésique. C'est très dangereux aujourd'hui de voir une jeunesse qui dérive par ce genre de comportement, mais même en milieu scolaire on voit parfois des jeunes qui se laissent accompagner par des aînés qui sont revenus de l'autre côté et qui disent je vous invite, partagez
partager un pot, mais malheureusement à leurs frais. Ce sont des situations qu'il faudrait aujourd'hui renverser en termes de valeurs, parce que la jeunesse camerounaise, c'est une jeunesse qui doit prendre conscience que son avenir commence même par ses choix de fréquentation. Et il ne faudrait pas se laisser emporter rapidement par une invitation qui va aller au-delà de vos attentes. Mais dites-nous, est-ce que ce n'est pas déjà un problème d'éducation à la base? Et est-ce qu'il ne faut pas pointer du doigt les familles également? La famille est complice? Tout à fait. La famille peut être complice, et ça, c'est souvent dans quel cas? Vous avez des enfants qui naissent dans des familles parfois monoparentales. Oui. Et parfois aussi des familles où effectivement le niveau de vie est en dessous de $5 par jour. Oui. Alors vous voyez une jeune fille qui a décroché l'école et sa mère lui dit: je voudrais que chaque jour tu te rendes utile et que tu rapportes au moins de quoi manger à la maison. C'est ça. Alors il y a une pression. Il y a donc cette pression sociale, cette pression familiale, et quand donc la fille rencontre quelqu'un qui lui a des facilités de lui offrir de temps en temps un pot, ou bien il peut donner l'argent de ration, elle a vite fait d'accepter. Et donc la conséquence parfois, c'est que cette mauvaise orientation, ces mauvais conseils, ces pressions des parents désorientent les enfants, et finalement ils sont obligés parfois de suivre ce courant-là. Mais monsieur Enoga, on parle peut-être un peu trop de la jeune fille. De plus en plus, les jeunes garçons font pareil. C'est une réalité parce que les jeunes garçons ont aussi une autre forme de pression. Ils ont d'abord la pression de réussir en tant que responsables d'une famille. Ils doivent impressionner parfois leurs petites copines et peut-être aussi qu'ils ont des camarades des classes qui ont réussi dans la vie. Alors, le fait pour eux de ne jamais inviter des gens et parfois ou bien ne pas s'asseoir et partager un pot, ce sont des frustrations. Au-delà de ces frustrations, quand ils ont donc la possibilité de se faire des charters avec ceux qui les invitent, de prendre des photos, de remplir leur statut WhatsApp avec ça, vous pensez qu'ils vont laisser? Donc je crois qu'en fait les jeunes garçons, le phénomène de mode parfois et le m'as-tu vu, c'est véritablement ça. Vous avez parlé dans la chronique du Njoka, et donc le Njoka, ça concerne plus les hommes parce que les hommes aiment effectivement profiter des invitations et parfois ils s'invitent même lorsqu'ils savent qu'ils n'ont pas l'argent de transport pour se payer un taxi ou une moto pour retourner chez eux. Je pense quand même que les jeunes garçons sont aussi très exposés simplement parce que parfois ils déraisonnent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous êtes un éducateur de jeunesse. Face à ce genre de situation, quelle est la solution? Il faut que les parents déjà, qui sont les encadrants principaux, soient capables de donner la possibilité à leurs enfants, lors des échanges familiaux, dans les conseils de famille, d'attirer l'attention de ces enfants, de laisser le chemin de la drogue, des narcotiques, des stupéfiants et aussi de laisser des mauvaises compagnies. Deuxième repère ici, il faut que ceux qui sont encore en milieu scolaire, les modèles, si les enseignants, si les aînés eux-mêmes oublient qu'ils doivent toujours incarner des valeurs qui doivent inspirer leurs petits frères, les modèles doivent faire leur travail. Troisième repère, c'est le jeune lui-même. Qu'il soit femme, que ce soit un homme, le plus important, c'est de savoir ce qu'on veut dans sa vie. Vous avez très vite fait de suivre quelqu'un qui vous offre un pot de vin, peut-être même que c'est dans un milieu que vous ne maîtrisez pas. C'est ça. On peut vous empoisonner. Il y a plusieurs cas dans l'actualité. Et parfois, vous avez d'autres situations plus compliquées. Je pense que le jeune doit prendre la responsabilité à main de faire des choses comme cela se fait et en fonction de son âge. Si vous êtes en milieu scolaire, ne fréquentez pas des personnes qui vous invitent à prendre plus d'un pot qu'il en faut. Et puis aussi, suivez des exemples qui peuvent vous inspirer à atteindre vos objectifs. Ce n'est pas manger et boire qui fait un homme ou une femme. C'est plutôt son éducation et son instruction. Est-ce que vous pensez par ailleurs que toutes les structures que nous avons font vraiment assez pour occuper cette jeunesse-là? Ces structures font ce qu'elles peuvent faire. Depuis 2007, vous avez le PAGER-U qui a été mis en place. Ensuite, d'autres programmes, le Fonds national de garantie, le Fonds d'insertion des jeunes. Vous allez voir parfois certains jeunes qui sont peut-être passés par ces programmes-là et qui se plaignent du fait de l'âge, parce qu'il y a un âge sélectif de 15 à 30 ans, de 15 à 35 ans. Mais est-ce que c'est pas restrictif? C'est donc restrictif pour cette catégorie de jeunes qui se croient quand même exclus de cette possibilité de bénéficier de ces encadrements-là. Donc, la question de l'exclusion de certains jeunes, peut-être qui ne remplissent pas des critères, ça crée des frustrations. Donc, je crois que très sincèrement, il faudrait aussi qu'on considère que lorsqu'on est jeune, cela va au-delà de l'âge institutionnel. C'est ça. Dans les Nations Unies, c'est de 15 à 24 ans. Mais chez nous, on a des jeunes retraités. On dit un jeune vieux, c'est pas simplement de l'oxymore, mais c'est pour dire qu'en fait, nous pensons chez nous au Cameroun que jusqu'à 77 ans, on est jeune. Donc, les mesures institutionnelles doivent toucher toutes les catégories et donner la possibilité à ceux-là qui ont aussi trop de responsabilités sociales en tant que jeunes de se trouver un chemin pour ne pas sombrer justement dans ces déviances-là. On
a souvent vu ces aînés qui viennent de l'autre côté ou qui sont même ici, qui ont des bonnes positions, traîner derrière eux ces jeunes qui finalement n'ont rien à faire et qui se retrouvent là tout le temps. Est-ce qu'il ne faut pas parler à ces aînés-là qui ne sont pas des exemples par ailleurs? Je crois que la sensibilisation ne laisse personne derrière. Et donc, ces aînés qui doivent être des repères, qui doivent être des modèles, vous ne devez pas profiter de votre position dominante parce que vous avez des moyens ou des ressources supplémentaires, exploiter des jeunes, en fait, qui peut-être manquent de lucidité ou qui sont en position de vulnérabilité. Donc, on doit attirer leur attention parce que vous savez, même sur le plan pénal, c'est un délit de corruption de la jeunesse. Et donc, si vous vous laissez emporter par ce délit-là, vous savez que vous pouvez faire l'objet d'une poursuite judiciaire. Donc, je crois très sincèrement, ces aînés, ils ont leur part de responsabilité, c'est de considérer qu'ils ont des familles, ils ont des enfants, ils ont des frères et des sœurs. Exactement. Et donc, il faut faire à ces autres jeunes-là ce que vous aurez aimé qu'on fasse aussi à vos enfants. Donc, je crois que sincèrement, c'est une question de morale vertueuse, mais qui concerne tout le monde. Alors, Monsieur Enoga, on a assez parlé à tout ce monde, mais un message clé pour cette jeunesse qui ne veut finalement rien faire. Alors, le chef d'État a commencé par le dire lors du discours, c'est que les jeunes doivent comprendre qu'ils sont responsables. Ils sont l'avenir, ils sont le présent, ils sont le passé, ils sont la mémoire. Donc, en tant que jeunes, vous devez prendre vos responsabilités sur la qualité de fréquentation, sur les choix et définir les perspectives de la satisfaction de vos besoins, non pas comme la dépendance à ce que les gens mettent à vos dispositions pour vous impressionner, mais d'être capable de remettre en cause le fait que votre image, de vous afficher dans des bars, dans des lieux publics en train de consommer ou de vous faire carrément amadouer par ce genre d'impressionnisme-là, il faut absolument changer de comportement. Nous espérons que le message est passé. Une fois encore, Monsieur Laurent-François Enoga, vous êtes un éducateur de jeunesse. Merci d'avoir sacrifié de votre temps pour nous servir. C'est toujours un plaisir, Marie-Virginie. Merci.